Une marine dans un pays sans mer, voilà le paradoxe. Au Burkina Faso, un État entièrement enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, des navires militaires battant pavillon burkinabé patrouillent désormais rivières et lacs, loin de tout océan. Pendant que certains chancelleries occidentales réagissent avec incrédulité puis inquiétude, des équipages formés localement montent à bord de bâtiments assemblés avec des ingénieurs chinois et définent des décennies de dépendance imposées de l'extérieur. Ce qui passait pour une curiosité géographique devient la première pièce d'une révolution stratégique africaine. Ce récit ne parle pas seulement de bateaux sur des eaux intérieures, il raconte comment un pays que l'on disait condamné par sa géographie a construit un corridor maritime souverain, juridiquement blindé, financièrement assumé et déjà imité par ses voisins. L'enjeu est clair. Comprendre ce modèle, c'est comprendre comment une nation africaine, sans accès à la mer, parvient à transformer 800 millions de dollars d'investissement ciblés en sécurité renforcée, en emploi, en croissance économique et en dignité retrouvée. Ignorer cette expérience, au contraire, reviendrait à accepter la perpétuation d'un schéma où l'aide conditionnelle, les bases étrangères et les contrats opaques maintiennent les pays enclavés dans une dépendance coûteuse. Au fil des 14 parties qui suivent, il sera question de l'accord d'accès maritime transsahélien, des patrouilleurs de type 022, de la réduction mesurable des attaques aux frontières, de la transparence inédite des contrats, mais aussi des risques, des tensions diplomatiques et des limites de ce modèle. Car derrière la prouesse technique se joue une bataille plus large, qui a le droit de définir la souveraineté africaine au XXIe siècle. La première révélation, c'est que le passage de l'impossible au concret s'est fait en un peu plus d'un an de travail coordonné. En quelques mois seulement, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Bénin ont signé un accord d'accès maritime transsahélien, créé un corridor souverain vers le port de Cotonou, reconfiguré des rivières, ouvert de nouveaux canaux et renforcé près de 50 km de routes militaires pour acheminer des modules navals vers une base située à un peu plus de 20 km de Ouagadougou. Pendant des générations, le Burkina Faso avait été défini par ses manques. Pas de côte, pas d'autonomie complète en matière de défense, pas de reconnaissance internationale à la hauteur de ses ambitions. La sécurité et l'économie du pays étaient étroitement liées à des bases militaires étrangères, à des aides conditionnelles et à des contrats qui donnaient plus de pouvoir aux donateurs qu'aux bénéficiaires. Le récit dominant affirmait qu'une nation africaine sans littoral ne pouvait ni bâtir une marine, ni maîtriser son commerce extérieur, ni prétendre à une souveraineté pleine et entière. Sans port, disait-on, il n'y a pas de marine. Sans marine, pas de souveraineté. Sans souveraineté, pas de développement réel. Pourtant, au fil des années récentes, une bascule s'est opérée. Face à l'usure d'un modèle fondé sur la tutelle déguisée en coopération, le Burkina Faso et d'autres pays africains ont cherché d'autres partenaires, notamment la Chine, prête à financer des infrastructures sans exiger de mission politique ni imposer de clauses cachées. Dans ce contexte, l'idée d'une marine pour un pays sans mer a cessé d'être une plaisanterie pour devenir un projet politique, non pas un simple programme militaire, mais une déclaration d'indépendance. Si rien ne changeait, la dépendance aurait continué à se payer en opportunités perdues, en contrôle dilué sur les ressources nationales et en dignité questionnée. En choisissant d'ouvrir un corridor maritime sous contrôle souverain, les États signataires ont décidé de rompre avec des décennies de résignation. Pour prendre la mesure de ce tournant, il suffit d'observer les trajectoires individuelles qui incarnent cette transformation. Il y a d'abord ces équipages burkinabés, maliens et béninois qui, après une formation en Chine et sur le territoire national, se retrouvent à commander des patrouilleurs de type 022 assemblés sur la nouvelle base. Il y a ces ingénieurs africains qui supervisent la reconfiguration des rivières, l'ouverture de canaux, la pose de matériaux résistants à l'érosion, développés en coopération avec des universités africaines et chinoises. L'exemple de Mariam Traoré, ingénieur en chef sur l'un des patrouilleurs, illustre ce changement de perspective. En quelques années, son parcours a déplacé l'horizon des possibles pour des jeunes filles de son village qui n'imaginaient autrefois qu'un avenir limité à l'agriculture. De même, l'histoire d'Ahatou, officier de marine dont le père a parcouru 2 jours de route pour voir flotter le drapeau national sur la proue des navires,
montre comment un projet présenté comme technique touche à l'imaginaire collectif. Son émotion, lorsqu'il confie qu'il n'aurait jamais cru cela possible sans demander la permission, résume le basculement symbolique. Sur le terrain, les premiers effets se lisent dans les villes et villages proches du corridor. La phase de construction a créé environ 12 000 emplois, la phase d'exploitation mobilise déjà 4 000 postes permanents, de la logistique à la sécurité en passant par la formation. Autour de la base, de nouvelles petites entreprises fournissent logements, alimentation, services, tandis que les revenus se traduisent en centres de santé, écoles et bourses pour les jeunes. Dès les premiers mois, le projet cesse d'être perçu comme une marina exotique et devient un levier de transformation sociale concrète. La séquence des événements commence par une question jugée longtemps absurde. Comment un pays enclavé peut-il défendre ses intérêts dans les eaux internationales et sécuriser ses échanges sans dépendre totalement de corridors contrôlés par d'autres ? À partir de là, une série de décisions successives va enclencher la rupture. Le premier déclencheur est politique et régional. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Bénin décident de lier leur destin par un accord d'accès maritime transsahelien, conçu comme un couloir souverain, placé sous le principe de légitime défense collective et enregistré auprès de l'Union africaine et des Nations unies. L'objectif est clair, disposer d'un accès maritime pleinement reconnu par le droit international qui ne soit pas vulnérable à des interprétations néocoloniales. Le deuxième déclencheur est technique et logistique. Des équipes locales reconditionnent les rivières, perçant des canaux, consolident près de 50 km de routes militaires pour acheminer des modules navals et des équipes stratégiques vers une base installée à un peu plus de 20 km de Ouagadougou. Le calendrier est serré, un peu plus d'1 an de travaux ininterrompus et coordonnés, avec une marge d'erreur quasi nulle. Dans le même temps, des centres de simulation et des ateliers d'ingénierie navale sont créés à Ouagadougou et Ouahigouya pour former les futurs opérateurs. Le troisième déclencheur est financier. Plutôt que de recourir à des prêts assortis de conditions politiques, les États impliqués mobilisent 800 millions de dollars issus de fonds africains et de prêts chinois sans conditionnalité cachée. Aucune loi étrangère n'est imposée, aucun mécanisme de surveillance occulte n'est accepté. Les parties signent un pacte transparent de bénéfices mutuels et de respect de la souveraineté africaine. Le point culminant intervient lorsque les premiers patrouilleurs de type 022 franchissent le corridor pièce par pièce avant d'être assemblés sur la nouvelle base avec l'assistance technique d'experts chinois et la main-d'œuvre locale. Les équipages, formés en Chine et sur place, prennent le commandement d'une marine qui n'existait pas sur les cartes 2 ans plus tôt. Parallèlement, l'accord est déposé dans les instances régionales et internationales, ce qui donne au couloir une légitimité juridique difficile à contester. La réaction extérieure constitue la phase de décantation et de tension. La France et les États-Unis, déstabilisés par la perte d'influence, exercent des pressions diplomatiques, dénoncent une prétendue provocation et proposent une coopération nouvelle une fois leur domination remise en cause. Pourtant, l'architecture de sécurité mise en place n'est pas anti-occidentale. Elle se veut indépendante, légale et déterminée à redéfinir l'équilibre des pouvoirs. Pendant que ces débats agitent chancellerie et plateaux de télévision, la flotte entame ses premières missions et le corridor devient une réalité opérationnelle. Les dérives potentielles, conflits sur l'usage de l'eau, risques environnementaux, vulnérabilités techniques, sont identifiés comme les nouveaux champs de bataille, là où se jouera la consolidation ou l'échec du modèle. Pour juger de l'efficacité du corridor, il ne suffit pas de s'attarder sur les symboles, il faut regarder les chiffres qui émergent moins d'1 an après la mise en service. Premier indicateur, la sécurité. Selon les données communiquées, les attaques terroristes aux frontières ont diminué de 30 à 37%. Ce recul, même s'il ne signifie pas la disparition de la menace, traduit une capacité accrue à contrôler les points de passage, à projeter des forces rapidement et à dissuader certains groupes armés de tester les nouvelles défenses. Les délais de réponse aux menaces et aux urgences se sont, eux, améliorés d'environ 42%, ce qui signifie des interventions plus rapides, des pertes potentiellement réduites et une meilleure coordination entre unités terrestres et fluviales. Deuxième indicateur, le capital humain.
Le recrutement de soldats a augmenté de 68%, signe d'un regain de confiance et d'un sentiment renouvelé de mission nationale. Cet afflux de volontaires s'accompagne d'un effort de formation massif. Plus de 20 000 soldats et techniciens africains ont été formés en logistique, opérations fluviales, navigation et défense conjointe. Le centre de formation de la marine burkinabé, inauguré depuis moins de 6 mois, a déjà diplômé plus d'une centaine de militaires, dont la première génération de femmes ingénieurs navals du pays. Chaque promotion ajoute une couche de compétences qui réduit la dépendance à l'expertise extérieure. Troisième indicateur, l'économie. Les investissements directs étrangers ont progressé d'environ 23% depuis l'inauguration officielle du corridor, signalant que les acteurs privés perçoivent une amélioration de la stabilité et des perspectives de croissance. Dans le même temps, le produit intérieur brut du Burkina Faso a enregistré une croissance de 4% l'année écoulée, tirée par le secteur logistique et la demande de services liée au corridor maritime. Les exportations de minerais, de coton et de produits agro-industriels ont atteint des niveaux records grâce à la baisse des coûts de transport et à une meilleure sécurisation des routes commerciales. Ces chiffres ne racontent pas tout, mais ils dessinent une tendance. Ils indiquent qu'un investissement initial de 800 millions de dollars, comparé aux 8 milliards dépensés en une décennie dans des contrats de conseil et de protection occidentale, se traduit par des gains mesurables en sécurité, en capacité locale et en croissance. Chaque dollar affecté au corridor ne représente pas seulement du béton et de l'acier, mais une souveraineté qui se convertit en politique économique plus indépendante, en pouvoir de négociation renforcé et en emploi durable. La question, désormais, est de savoir si ces effets pourront être consolidés sur le long terme face aux pressions extérieures et aux défis internes. Pour évaluer ce modèle de manière honnête, il faut d'abord présenter les arguments de ceux qui doutent, avant de les confronter aux faits disponibles. Premier argument critique, la viabilité économique. Certains observateurs estiment qu'investir 800 millions de dollars dans un corridor maritime pour un pays sans mer relève d'un pari disproportionné, surtout dans un contexte de besoins sociaux immenses. Ils craignent que les coûts d'entretien, la complexité technique et la dépendance à des fournisseurs étrangers de matériel naval ne finissent par peser sur des budgets déjà fragiles. Deuxième argument, le risque géopolitique. D'autres avertissent que la création d'une marine intérieure et d'un couloir souverain pourrait alimenter les rivalités régionales, susciter des réactions hostiles de partenaires historiques et transformer le corridor en cible symbolique pour des attaques ou des sabotages. Selon cette lecture, le projet exposerait davantage qu'il ne protégerait. Face à ces critiques, les partisans du corridor mettent en avant plusieurs éléments issus de l'expérience en cours. Sur le plan économique, ils comparent l'investissement unique de 800 millions aux 8 milliards dépensés en 10 ans dans des contrats de protection occidentale, souvent assortis de clauses opaques et de mécanismes d'extraction d'informations stratégiques. Ils soulignent que le nouveau modèle repose sur des financements sans imposition politique, des contrats publiés sur un portail d'accès public et des commissions paritaires associant États, sociétés civiles et organisations internationales pour auditer l'usage des fonds. Sur le plan géopolitique, il rappelle que l'accord a été enregistré auprès de l'Union africaine et des Nations unies, ce qui renforce sa légitimité juridique. Le corridor est présenté non comme une base offensive, mais comme un instrument d'autodéfense collective et d'intégration régionale, à l'image d'autres initiatives telles que l'Alliance pour la sécurité des Grands Lacs. Les résultats mesurables en matière de réduction des attaques, d'amélioration des temps de réponse et de coopération transfrontalière sont utilisés pour argumenter que, loin de déstabiliser la région, le corridor contribue à structurer un espace de sécurité partagé. La discussion reste ouverte, mais la réalité du terrain fournit déjà des contre-arguments solides à l'idée d'un pari purement spéculatif. Ce qui, au départ, paraissait une singularité burkinabé, devient progressivement un modèle auquel d'autres pays s'intéressent. Cameroun, Tchad, Togo, Ghana, Guinée et Côte d'Ivoire frappent à la porte pour rejoindre officiellement l'accord maritime régional et reproduire ce saut de souveraineté. Des pays enclavés aussi lointains que l'Ouzbékistan, le Paraguay ou la Serbie envoient des délégations à Ouagadougou pour étudier la méthode, comprendre
comment un corridor juridiquement sécurisé, une ingénierie publique ouverte et un financement sans conditions draconiennes peuvent être adaptés à leur réalité. Même certains États côtiers, comme le Sénégal ou le Maroc, manifestent leur intérêt pour des exercices conjoints de défense régionale et de protection des routes commerciales. Autrement dit, le corridor n'est plus seulement un dispositif logistique, mais un laboratoire de coopération africaine et sud-sud. À mi-parcours, la question n'est plus de savoir si un pays enclavé peut bâtir une marine, mais combien de nations choisiront de transformer leur géographie en levier plutôt qu'en fatalité. C'est à ce moment que les partisans du statu quo redoublent d'efforts pour freiner la diffusion de ce modèle. Les conséquences pratiques du corridor se lisent différemment selon les acteurs concernés. Pour les dirigeants nationaux, la première transformation est la marge de manœuvre retrouvée, l'accès maritime sous contrôle souverain, appuyé sur un accord régional et une reconnaissance internationale réduit la dépendance à l'égard de couloirs extérieurs soumis à des décisions unilatérales. Les responsables disposent désormais d'un outil permettant de négocier en position plus forte, que ce soit sur les contrats d'exportation, la gestion des ressources naturelles ou la coopération sécuritaire. La croissance de 4% du PIB et la hausse des investissements directs étrangers sont autant d'arguments dont ils peuvent se prévaloir dans les forums régionaux. Pour les acteurs économiques, le corridor modifie les équations quotidiennes. La réduction des coûts de transport, la sécurisation renforcée des routes et la fluidité accrue des échanges permettent d'atteindre de nouveaux marchés. Les entreprises locales, qu'elles soient actives dans les minerais, le coton ou l'agro-industrie, bénéficient d'un environnement plus prévisible. Autour de la base navale et des axes logistiques, un tissu de PME se développe pour fournir services, logements, maintenance et technologies de support. Pour les citoyens et les communautés locales, les effets se manifestent en emplois, en infrastructures et en symboles. Les 12 000 emplois créés pendant la construction et les 4 000 postes permanents offrent des alternatives concrètes à l'exode ou à l'économie informelle. Les nouveaux centres de santé, les écoles et les bourses financées, grâce aux retombées du corridor, améliorent la qualité de vie dans des zones longtemps marginalisées. Dans les écoles, les visites organisées à la base navale reforment l'imaginaire national autour de l'autosuffisance plutôt que de la résignation. Pour la région et le continent, enfin, les répercussions sont stratégiques. La baisse de 30 à 37% des attaques aux frontières et l'amélioration de 42% des temps de réponse renforce la sécurité non seulement du Burkina Faso, mais aussi de ses voisins impliqués dans l'accord. La reconnaissance du corridor par l'Union africaine et la CEDEAO en tant que contribution à la sécurité et à l'intégration continentale montre que ce dispositif s'inscrit dans une logique plus large. Au niveau diplomatique, les débats sur la légitimité du modèle obligent les institutions internationales à reconsidérer la place des pays enclavés dans les architectures de sécurité globale. Le risque demeure réel. Pression, tentation de retour à l'ancienne dépendance, défis techniques, mais l'existence du corridor prouve que d'autres trajectoires sont possibles. Chaque pays intéressé voit désormais une option concrète, là où, auparavant, on ne parlait que de contraintes.